Les podcasts du Figaro. Émilie de Lombarès, bonjour. Bonjour. Alors, quel est le détail, la lubie peut-être sur lequel ou sur laquelle vous êtes absolument intransigeante en matière de propreté, que ce soit à la maison ou à l'extérieur d'ailleurs? En fait, c'est marrant votre question parce qu'on se la pose souvent parce que la propreté, c'est l'insaisissable. Et donc, je comprends qu'on se pose cette question. En réalité, quand vous travaillez dans la propreté depuis longtemps, vous avez un réflexe qui est plus global, de regarder un peu partout. Et en fait, la propreté, c'est la sensation que tout est bien dans un lieu, que tout est à sa place et qu'on s'y sent bien. Et c'est très lié, en fait. Donc, c'est aussi parfois assez personnel, finalement. D'accord. Pas d'exemple précis, mais je comprends l'esprit de la chose. Mais c'est vrai que j'ai ce réflexe quand je rentre dans une pièce. Voilà, le ressenti est important. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk des décideurs du Figaro en visio, avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, Émilie de Lombarès, présidente du directoire de Honnête et non pas OneNet, un anglicisme un peu absurde qui serait pas très agréable à l'écoute, une société bien française qui depuis 1860 propose un éventail de services sans cesse plus étoffé. On va en parler, Émilie de Lombarès. Vous avez 71 000 collaborateurs, je crois, environ dans le monde. Alors, que font-ils, justement? Et est-ce que vous pouvez me dresser, disons, un historique de ces activités? Parce que 1860, 2022, tout de même, c'est quasiment de l'histoire, quoi. Il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, notre groupe est né en fait sur le port de Marseille. C'était de la manutention à l'origine, et donc mes ancêtres en fait ont créé cette activité-là après la guerre dans des phases de reconstruction. Et finalement, c'est mon arrière-grand-père qui a vraiment développé la propreté en disant finalement que quand on était dans une gare, qu'on faisait de la manutention, on pouvait aussi amener d'autres services. Et c'est vrai que le groupe a grandi avec cette logique-là. De proposer toujours plus de services. Donc, on a grandi dans la propreté. Ensuite, on a proposé des services de sécurité humaine. Puis, on s'est développé dans la sécurité électronique, dans la logistique sur site, dans l'assistance aéroportuaire. Et puis, en fait, un autre exemple de cette façon de grandir chez Honnête, on a commencé à travailler dans les centrales nucléaires à l'époque, dans les zones dites froides. Et puis, petit à petit, on est allé sur des sujets de plus en plus techniques, dans du service, j'allais dire pendant les arrêts de tranche, mais jusqu'à des interventions de maintenance un peu plus techniques avec des ingénieurs qui pensent et réfléchissent les études pour nos clients. Et donc la propreté, je lu dans une étude que vous avez commandée il y a peu, est devenue encore plus capitale qu'avant. Donc avec la crise sanitaire, aujourd'hui, c'est une obsession assez partagée par tout le monde. On va pas aller jusqu'à dire qu'avant ça n'avait aucune importance, mais ça a changé quelque chose, notamment dans les lieux publics. Je crois. Cette étude, on l'avait fait une première fois en 2018, donc c'est vrai que c'est intéressant puisqu'aujourd'hui on a un autre regard, on va dire post-crise sanitaire, si on peut considérer qu'on l'a fini cette crise sanitaire. Et c'est vrai qu'en fait aujourd'hui il y a un chiffre par exemple qui est assez signifiant, 9 interrogés sur 10 de ce panel considèrent que l'hygiène et la propreté changent vraiment leur performance dans leur lieu de travail, puisque c'était bien sûr la cible de travailler sur l'hygiène et la propreté, surtout dans les lieux de travail, et donc dans des lieux où il y a du public, comme vous le disiez. Et je crois vraiment que c'est un des enseignements, c'est qu'aujourd'hui, ça devient un paramètre important pour se sentir bien et donc être chacun en pleine possession de ses capacités. Et donc, ça a changé votre business, ça a changé des segments de votre business, votre façon de travailler, cette crise sanitaire ou pas du tout? Oui, je pense que concrètement, le regard sur nos métiers a changé. C'est vrai que ce sont des métiers qui étaient, on va dire, peut-être méconnus. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'attention à ce qu'on fait, à nos équipes sur le terrain. Et il y a un vrai changement finalement d'attente de nos clients, de la part de nos clients, et puis surtout de la part des utilisateurs finaux, c'est-à-dire les usagers dans les bureaux, c'est-à-dire les visiteurs dans des sites. Et je pense qu'effectivement
on va avoir plus de regard et d'attention sur nous, ce qui est pour nous est positif, hein, j'insiste, parce que finalement c'est important aussi pour nous de valoriser nos métiers. On a des métiers qui souvent, et on le disait, hein, la propreté c'est l'invisible, et finalement je pense que pendant des années peut-être qu'on était sur cet engagement auprès de nos clients, et aujourd'hui, et ça fait plusieurs années d'ailleurs qu'on se bat sur ça, notamment dans la propreté avec la fédération, pour par exemple plus de travail en journée, et en fait on se rend compte que c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que plus nos opérateurs sont présents aux côtés des utilisateurs finaux, plus on va être pertinent, plus on va être vu, et meilleur c'est aussi pour nos salariés. Parce que plus les équipes sont cachées, enfin, ce que vous me dites, en fait, c'est qu'il y a une sorte de changement de paradigme. C'est qu'avant, on cachait Nos interventions. Absolument. Et maintenant, ça fait partie de la vie professionnelle, de la vie de tout le monde, quoi. C'est une journée pour tout le monde. Et c'est même rassurant. Et c'est même rassurant. Aujourd'hui, vous le voyez, hein, dans les transports, par exemple, quand vous savez qu'on est intervenu, quand vous voyez des personnes qui sont en train de faire soit des opérations de nettoyage, soit de la désinfection, c'est rassurant, je pense, pour les gens. Alors il faut pas non plus en faire une psychose, hein, on milite pas non plus pour que ça devienne de la psychose. Très honnêtement, je pense qu'il faut rester raisonnable. Mais je crois qu'avant, on était quand même arrivé à un niveau d'hygiène qui était parfois insuffisant et négligé dans certains domaines. Et je crois qu'on revient à une norme un peu plus acceptable. Émilie de Lombarès, vous l'avez dit tout à l'heure, donc c'est une entreprise familiale, donc avec même un ancrage historique très lointain. Qu'est-ce que, à titre personnel, ça vous inspire? Est-ce que toute petite, on vous a déjà drivé, pour parler très mal, vers ce job que vous occupez aujourd'hui, vers ces thématiques-là, ou est-ce que vous y êtes venue toute seule? Enfin, expliquez-moi un peu les coulisses en fait familiales et non pas professionnelles au début, ou alors le lien entre les deux. Je crois que forcément, quand on est dans une entreprise, quand on est dans une famille qui est une famille d'entrepreneurs, on grandit avec Honnête, on grandit avec l'entreprise, donc ça c'est évident. En revanche, ce qui est moins évident, c'est que l'entreprise familiale, ça peut être complexe. Donc, je dirais que au départ, non, j'étais pas forcément vouée à rentrer dans l'entreprise familiale. Je voulais plutôt regarder d'autres secteurs, avoir d'autres expériences. Et puis, c'est en 2007 en fait qu'on a repris la majorité du capital. Il y avait 2 branches familiales, il y en a une qui a repris la majorité du capital. Et donc à partir de 2008, là, je me suis vraiment engagée, je suis rentrée dans l'entreprise à ce moment-là. Et je dois dire que j'ai vraiment découvert les métiers et c'est vraiment, je suis vraiment tombée amoureuse du service, de l'engagement, de tout ce qu'il y a de plus humain dans nos métiers. Vraiment. Et qu'est-ce que vous avez ajouté, Émilie de Lombarès, de votre patte à vous quand vous avez pris ce job? Parce qu'il y a beaucoup de tendances, j'allais y venir, de transition énergétique, de RSE, etc. Quels enjeux de l'époque auxquels vous êtes vous attaché, vous avez mis sur la table, quoi? Non, en fait, j'ai beaucoup de chance, je vais vous dire, parce que ma mère, donc qui a aussi elle grandi dans cette entreprise, avait créé le département développement durable il y a une vingtaine d'années. Et donc moi, j'avoue que j'arrive dans un contexte où notamment toutes les thématiques environnementales ont été largement mises sur la table. On a créé, je vous donne un exemple, Biogistique, qui est une offre de produits de biotechnologie qu'on a travaillé sur des principes d'économie circulaire pour diminuer le déchet, l'impact, la réutilisation, l'impact carbone, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont très profondément ancrées, j'allais dire, dans le groupe. Je crois qu'aujourd'hui, les enjeux auxquels on fait face demain sont plutôt des enjeux sociaux. Et là, je crois qu'on a un groupe qui naturellement est tourné vers l'humain, vers les équipes. Mon grand-père avait créé la formation, donc on a des programmes de formation interne et on essaie vraiment de travailler sur l'évolution des gens et le fait qu'on peut vraiment avoir des carrières très riches, en fait, finalement, dans nos métiers. Et je crois que nous, les enjeux de demain, c'est vraiment comprendre comment ancrer encore plus tout ce qu'on fait dans un impact social pour la société et comment finalement tous nos collaborateurs évoluent dans nos métiers. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de construire avec l'équipe. Et voilà, s'ancrer dans l'impact social.
Et c'est d'autant plus vrai et important à mesure qu'on a des effectifs élevés, 71 000 collaborateurs, je disais tout à l'heure, c'est énorme. Est-ce que c'est compliqué de comment dire, d'avoir la même culture d'entreprise, le même schéma, les mêmes messages pour tout le monde, quoi, finalement. Et justement, ça c'est impossible. C'est impossible d'avoir les mêmes schémas pour tout le monde. Voilà. Il faut respecter l'humain, il faut respecter la diversité. Et au contraire, en fait, tout l'enjeu, c'est d'arriver à avoir un groupe avec de la diversité de métiers, de la diversité de profils, de personnes, de niveau de niveau de formation, de culture même d'origine. Et comment on arrive à faire en sorte que justement ce collectif, il profite de la richesse. Vous voyez, et c'est ça qui est vraiment passionnant dans le métier, c'est que finalement, ne plus essayer finalement d'avoir des espèces de clones ou de réflexes, d'essayer de mettre tout le monde dans un cadre, mais de dire comment je profite de cette richesse et par contre comment je fais en sorte que ce soit bénéfique pour tous. Et je pense que c'est vraiment là la clé pour nos grandes entreprises. Vous le disiez, l'enjeu de nos entreprises, c'est de démontrer que la grande entreprise, elle permet de faire des choses parce qu'on est peut-être plus solide, parce qu'on est dans la pérennité, parce qu'on a envie de partager plus d'expériences. Et moi, je crois à l'inverse que plus on a de diversité, plus on a de richesse et plus on a de capacité à partager de l'expérience, des expertises entre des pays, entre des métiers, entre des secteurs d'activité de clients. Ouais. Et c'est amusant, vous parlez de pérennité, Émilie de Lombarès, mais vous, enfin, Honnête, c'est l'extrême inverse d'une start-up. C'est-à-dire que vous êtes vous êtes jeune, vous êtes à la tête d'une boîte qui a plusieurs centaines d'années. Donc c'est pas un petit peu vertigineux? Parfois vous vous dites pas, vous vous dites pas, je dois être exigeante et je dois vraiment, c'est quand même, je sais pas. Moi, je suis pas patron il y a 200 ans, mais je me dis que si je l'étais, j'aurais quand même un petit peu de ce souci de bien faire, disons, et ce respect de la. Là où vous avez raison, c'est que je pense qu'il faut garder de l'exigence, du souci de bien faire, et ça, pour moi, ça fait partie des clés de la réussite, mais pour tout le monde et dans tout ce qu'on entreprend, hein. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes et quelle que soit votre tâche, j'allais dire, l'exigence, elle est importante. En revanche, moi, je crois fortement, et heureusement que j'y pense pas tous les jours, je crois fortement que la liberté d'action qu'on a et d'écouter son intuition, d'écouter justement la façon dont on appréhende nos équipes, etc., je crois qu'il faut pas s'embarrasser de la pression, de l'image du passé, voilà, je pense que le passé, c'est une vraie chance parce que ce sont des racines, ce sont des expertises. Donc, il faut savoir prendre vraiment tout ce dont on hérite. En revanche, nous, notre famille, on se sent pas comme des héritiers, j'allais dire, au sens capitalistique du terme. On se sent vraiment comme des passeurs. Donc, nous, l'objectif, c'est de se dire comment l'entreprise, elle nous dépasse et comment dans 30 ans, 40 ans, la boîte est encore là et j'allais dire même sans nous. Nous, notre enjeu, c'est comment on assure la pérennité à l'ensemble des gens qui travaillent dans cette entreprise. L'ensemble des gens qui y travaillent et aussi, donc, vu que c'est une boîte familiale, la possible transmission ensuite. Ouais, mais ça, à la limite, on le prépare. Nous, on essaye vraiment de s'aligner, parce que l'enjeu pour une entreprise familiale, c'est qu'il n'y ait pas de distorsion, de dispute finalement entre les familiaux. Et je crois que c'est pareil, dans des familles, il y a une grande diversité, donc c'est comment on gère la diversité. Et je pense qu'en fait, en mettant l'entreprise comme l'enjeu numéro 1, justement, on dépasse les envies de chacun, les spécificités, et on essaye plutôt de mettre l'intérêt commun, j'allais dire, en premier, et puis chacun d'en tirer après ce qu'il attend, ce qu'il a envie d'y faire, etc. Mais je crois que l'enjeu, c'est de préparer ça et de solidifier au contraire l'entreprise et qu'elle ne dépende pas finalement de querelles familiales. C'est vraiment un gros enjeu. Émilie de Lombarès, donc présidente du directoire de Honnête. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci.